Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Louis Duvaux. Alors nous sommes rencontrés via Malika, qui se tient à la porte des bureaux de la CFTC à La Défense. Et je passais tous les jours devant à vélo. Et un jour, je me suis arrêté quand même, parce que le C, je savais que ça voulait dire catholique. Donc, ah, chrétien, voyez, j'ai encore à apprendre. Merci. Elle est là, Malika? Ah ben elle est là. Voilà. Bonjour, Malika. Et Malika m'a offert un café. Et puis après, je dis, super. Il m'a dit, mais si vous voulez, je vous fais rencontrer Louis. Et puis voilà. Et donc, on a pu échanger ensemble avec Louis Duvaux, donc président de, alors comment on dit, de l'Union départementale CFTC. Louis Duvaux est un ingénieur qui travaille toujours chez Capgemini et qui a été élu du personnel dans son entreprise et qui est maintenant dirigeant au sein de cette branche syndicale pour tous les Hauts-de-Seine. Et dans l'entretien que j'ai eu avec vous, c'est que vous m'avez fait prendre conscience que pour la CFTC, on ne rompt jamais le dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ça veut dire qu'on laisse toujours la porte ouverte pour le dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne ses positions, mais ça veut dire qu'on donne aux partenaires du dialogue de se retendre la main, de se reparler autrement. Voilà, et j'ai retenu ça parmi tous les points qu'on a pu voir ensemble. Merci d'être venu aujourd'hui. Alors, le lien social à l'épreuve des nouvelles organisations du travail, ça rentre donc dans notre cycle de conférences distance, absence, présence. Je suis avec vous tous les jours. Et il nous semblait nécessaire que dans ce cycle de conférences, on ait une approche professionnelle du sujet. Ce sujet soit abordé sous l'angle professionnel. Ce monde de la défense dans lequel nous trouvons aujourd'hui est d'abord un lieu de travail. Bien sûr, on sait que c'est aussi un lieu de culture, un lieu de formation. Mais donc c'est sous cet angle-là que Louis, vous allez nous guider aujourd'hui, le lien social à l'épreuve des nouvelles organisations du travail. Ça va? On y va? Jusque-là, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie de m'avoir invité, le Père Hugues et puis Madame de Chers-Martin, avec qui on a préparé en amont cette conférence. Merci aussi aux personnes qui m'ont accueilli ici. Donc, effectivement, il y a la technique, l'accueil, voilà. Et c'est très gonflé parce qu'on se retrouve avec un syndicaliste dans l'église. Qu'est-ce que ça vient faire là, hein? Je sens qu'il y en a qui tremblent. Et donc, je vais vous parler du lien social et des nouvelles organisations du travail. Elles ne sont pas si nouvelles que ça, tout le monde en parle depuis un moment. Mais on va creuser un peu, et si vous trouvez que j'en ai pas assez bien parlé ou qu'il manque des choses, vous avez besoin de précision, il y a toute une partie d'échange avec vous à la fin. Donc, de quoi nous allons parler? Nous allons parler de ces formes d'organisation qui transforment la relation aux autres. On verra que ça comporte des risques, notamment sur la communauté de travail, sur même ce que c'est qu'une entreprise. Ça pose des questions sur ce que c'est que l'entreprise. Évidemment, sur les liens entre les personnes. Vous saurez pourquoi il ne faut pas faire rire le crocodile. Donc ça s'appelle un teasing. Et puis, on finira sur une question qui est notre prochain dans cette organisation curieuse du travail qui change beaucoup, qui est notre prochain en distanciel. Donc, je vais commencer dans mon introduction par vous dire qui je suis, qu'est-ce que je représente, avant d'attaquer le dur. Alors, je suis salarié du groupe Capgemini, comme ça a été dit. C'est mon premier emploi, donc quoi, on peut rester longtemps dans une entreprise, même à notre époque moderne. Je suis représentant du personnel, responsable syndical au niveau de l'entreprise, au niveau du département, comme ça a été dit, et aussi au niveau national pour toutes les entreprises qui relèvent des bureaux d'études dans la branche dite Syntec, on va dire, pour faire court, du numérique. Donc je pratique beaucoup d'entreprises et je rencontre beaucoup de gens, je vais venir un peu plus tard.
Tout d'abord, 2 mots sur la CFTC. Donc la CFTC en général, la CFTC dans le département et sur mon activité. Bon, au fond, vous arrivez à lire, évidemment. Donc, tout simplement, la CFTC, c'est une organisation syndicale de salariés qui a plus de 100 ans d'existence, qui s'inspire pour les connaisseurs, de Rerum Novarum, qui est une encyclique qui date de 1894, s'il vous plaît, qui est carrément un projet de société, alternatif à un projet de société collectiviste, où à l'époque circulaient beaucoup les idées sur l'absence de propriété, etc. Là, c'est carrément l'Église catholique de l'époque qui a conçu un texte préparé d'ailleurs en partie par des laïcs et des hommes politiques, des chefs d'entreprise, et c'est la première encyclique qui a été publiée, qui n'était pas uniquement sur des questions théologiques, mais qui déterminait finalement un projet de société qui a été donc forcément très mal accueilli par un tas de gens, mais qui, ce projet de société, est aujourd'hui appliqué dans toutes les démocraties du monde. Et c'est ça qui a fondé, animé la création de la CFTC. Il y a quelques syndicats qui avaient été créés un tout petit peu avant, puisque ça date de 87, je crois, 1887. Voilà. Et donc, on va retrouver dans ce texte qui reprend des milliers d'années de civilisation. On l'appelle la doctrine sociale chrétienne, mais en fait la doctrine sociale chrétienne, elle s'inspire, elle se nourrit de choses très anciennes. On remonte à Noé. Noé qui est l'écolo, le premier écolo de l'histoire, le roi de la diversité. Ça fait partie de nos valeurs, de nos racines. Et on va vous parler, c'est repris dans Rerum Novarum, on va vous parler de biens communs, on va vous parler de subsidiarité, des corps intermédiaires, on va vous parler des impôts en fonction de vos moyens, on va parler du soutien aux familles, du soutien aux négociations, on y parle même du paritarisme, puisqu'on invite les salariés à se réunir en syndicat, et les patrons à se réunir en syndicat et à dialoguer. Tout ça, c'est dans le texte. C'est quand même un texte extraordinaire qui a été écrit à l'époque de Germinal. Et aujourd'hui encore, ce texte est extraordinaire. Je vous invite à le lire si vous en avez l'occasion. Et donc, nous, au CFTC, on applique ces principes dans les entreprises. La personne au centre, le bien commun, la négociation, la négociation plutôt que le rapport de force. On sait que dans la durée, c'est bien plus efficace. Et donc, vous nous trouverez dans la promotion du dialogue et la promotion de la réforme plutôt que la révolution. On a été très longtemps les seuls dans le milieu syndical à être sur ce champ-là. Et donc ces racines que j'évoquais, qui sont celles de la confédération CFTC, de tous les syndicats CFTC, ces racines sont toujours vivantes et très solides. En ce qui concerne la CFTC dans les Hauts-de-Seine, on va rentrer un peu dans les quelques chiffres. On est de plus de 8000 adhérents dans les Hauts-de-Seine, dans toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de métiers, et répartis dans un peu plus de 60 syndicats, qui sont des syndicats professionnels. Donc le mien, c'est celui qui relève des entreprises, du numérique et de la branche des bureaux d'études, mais il y a aussi des gens dans les BTP, il y a des gens dans la banque, il y a des gens, etc. Il y a un syndicat pour chacun de ces métiers. Nous avons des activités de représentation dans, par exemple, dans les caisses d'allocation familiale, dans certaines commissions mises en place par le préfet. Donc on représente la Confédération CFTC officiellement. Et on a aussi une activité juridique avec des conseillers du salarié, des personnes qui vont dans les très petites entreprises ou des entreprises qui n'ont pas de représentation du personnel pour assister les salariés en difficulté, en conflit avec leur employeur. C'est une activité courante. Et on a aussi des défenseurs syndicaux, donc des gens qui conseillent et qui défendent aux tribunaux
des prud'hommes, des salariés qui sont en difficulté. Et nous avons aussi au Conseil des prud'hommes des conseillers du prud'homme, puisque les prud'hommes, c'est en parité représentants patronaux, représentants de syndicats de salariés. Donc on a une grosse activité juridique. Voilà. Nous sommes situés physiquement au Jardin Boielieu, exactement de l'autre côté là-bas. On traverse la dalle et le centre commercial et vous arrivez chez nous. Et c'est là que vous pouvez remplir des bulletins d'adhésion. Alors, mon activité personnelle, elle se situe surtout dans le dialogue. J'ai énormément de rencontres, de dialogue avec les gens par tous les flux possibles. Et ça se fait en distanciel, ça se fait en mode réel, présentiel, avec toutes sortes de personnes. C'est la particularité du métier que je fais, c'est qu'on rencontre aussi bien des salariés de toutes petites entreprises en difficulté que des responsables d'organisations très complexes. Donc il m'arrive d'intervenir même auprès d'un ministre, par exemple, sur le sujet du télétravail. Je suis intervenu 2 fois auprès d'Elisabeth Borne, en plein dans la période de Covid, puisque déjà à ce moment-là, on se demandait comment on pouvait mieux gérer le télétravail pour qu'il y en ait plus à ce moment-là pendant le Covid pour des questions sanitaires. Mais déjà, on se posait la question, mais après, on savait déjà qu'il y aurait un après-Covid qui sera plus comme avant. C'est un peu ce qu'on va évoquer un peu plus tard. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Elisabeth Borne 4 fois finalement, dont 2 fois sur le télétravail. Et puis, tout récemment, j'ai été auditionné au Conseil économique, social et environnemental sur le sujet des nouvelles organisations de travail et ce qu'il fallait éventuellement envisager de changer et d'améliorer, notamment dans le cadre du Code du travail. Il m'arrive aussi, évidemment, d'avoir des échanges très profonds avec des collègues délégués syndicaux, parfois qui sont en situation de détresse, puis parfois c'est en fait des projets, comme on fait pour, etc. Donc c'est une activité très en dents de scie. Et comme vous voyez, on voit toutes sortes de personnes, vraiment beaucoup d'activités différentes. Donc je me perçois plutôt comme un pompier urgentiste et un négociateur dans le lien social. On reste dans le sujet quand même. Et donc, rentrons dans le sujet des nouvelles organisations du travail. On va surtout parler du télétravail. Il y a la semaine de 4 jours, il y a d'autres sujets comme ça, mais en réalité, ce qui est en train de transformer notre monde du travail aujourd'hui, c'est bien le télétravail et toutes ses conséquences. Il y a quelques années, en 2015, je suis intervenu au congrès de notre confédération pour corriger, modifier la motion d'orientation qui était prévue, puisqu'elle reprenait les propos des économistes de l'époque, enfin une bonne partie des économistes, qui disaient, constatant l'irruption du numérique dans la société, qu'on allait perdre 42% des emplois en France à cause de ça, et qu'il n'y aurait plus que quasiment des emplois pour des bac plus 12, et qu'il n'y aurait plus d'emplois pour les personnes n'ayant pas suivi d'études, et que ça allait être une catastrophe. D'ailleurs, si vous vous souvenez, à l'époque, les politiques parlaient de revenus détachés de la situation de salariés. On était en train d'imaginer des choses comme ça. Et on a bien vu que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le numérique est bien arrivé, oui, mais il a créé de nouvelles activités, de nouveaux emplois. Par exemple, la vente à distance a généré plein d'emplois dans la logistique, plein d'emplois de livreurs, plein de livreurs, etc. Et en fait, on n'a pas du tout perdu ces 42%. Tout ça, c'est en lien avec le crocodile dont je parlerai tout à l'heure. Il faut faire attention quand il y a des changements importants, et c'est le cas aujourd'hui. On est face à un changement important. À ne pas être dans le mode panique, ni c'était mieux avant, ni rien du tout, mais à regarder et travailler pour identifier ce qui va pas, et puis faire avancer les choses.
Je ne vais même pas parler de l'IA. Ce sera pour une autre conférence. Alors, il est vrai qu'on est dans une période de grands changements avec l'éruption du télétravail. En soi, ce n'est pas nouveau. Il était déjà mis en œuvre, mais de manière plutôt parcimonieuse, ou alors par sous-ensemble. On parlait de projets distribués, par exemple. Vous aviez un projet avec une partie des gens qui travaillaient dans une entreprise en France, une partie en Pologne, une partie en Inde, une partie... Voilà. Et donc on savait faire déjà ce genre de choses, mais on était des groupes de salariés ici et là. Alors que maintenant, le télétravail, c'est chacun chez soi, finalement. Et si ce n'est pas nouveau, le Covid a totalement précipité le changement. Avec des conséquences, des risques, des bénéfices aussi. On va parler de ces bénéfices, des raisons d'espérer. Et puis également travailler en distanciel, ou la distance dans les relations de travail, ça ne date pas du Covid non plus, c'est beaucoup plus ancien que ça. Et vous allez vous en rendre compte vous-même, on envoie beaucoup moins de courriers postaux, papier. On téléphone beaucoup moins qu'avant. On utilise la messagerie électronique, les emails. On utilise les réseaux sociaux, d'autres outils qui apparaissent dans le milieu du travail, les Slack, des choses comme ça. Même quand on veut communiquer avec le voisin qui est 2 bureaux plus loin. Et c'est devenu normal, habituel. Et maintenant, on manipule, on est envahi de flux d'informations. Et on passe un temps fou à trier tout ça. Donc la distance personnelle, même physiquement dans le même plateau, on l'a creusé sur les 10-15 dernières années, et je pense que vous l'avez vous-même constaté. Donc on a perdu l'habitude de se parler en vrai, pas complètement, mais... Et en plus, avec le télétravail, il n'y a plus la pause café, enfin, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, qui faisaient le lien, voilà. Et donc, c'est encore pire que ça, c'est que il y a des situations de télétravail partiel. Vous êtes en télétravail 1 jour par semaine, 3 jours par semaine, voilà. Mais vous avez les personnes qui sont en télétravail en temps complet. Et pire que ça, vous avez des entreprises qui mettent tous leurs salariés en télétravail. Vous avez aujourd'hui des entreprises sans locaux. Même le DRH travaille depuis chez lui. Et c'est pas isolé. On en voit de plus en plus. Et ça pose plein de questions sur mais qu'est-ce que c'est que la communauté de travail? Évidemment, à nous, syndicalistes, ça pose des questions épouvantables. Comment fait-on pour aller distribuer un tract à l'entrée de l'usine, à l'heure d'embauche ou à l'heure de débauche? Comment fait-on? En ce moment, c'est une période où il y a beaucoup d'élections dans les entreprises. On est convoqué à négocier des protocoles, voilà. Et on est censé présenter des listes de candidats. Mais comment fait-on pour rencontrer les gens? Il n'y a personne. Il n'y a physiquement personne. Donc là, on aborde aussi les questions de droit. Peut-être qu'on y viendra un peu plus tard. Alors les managers étaient très réticents face au télétravail. C'est presque aussi pire que le temps partiel ou que les délégations syndicales. Donc ils n'aimaient pas le télétravail. Mais quand même, petit à petit, on a vu arriver des accords avec 1 jour par semaine, éventuellement, si le manager était d'accord, puis 2, puis 3. Et boum, le Covid nous tombe dessus. Ça a tout changé, radicalement changé. On est même allé un peu loin dans le côté essuie-glace. Je vais vous donner l'exemple de Capgemini. À Capgemini, on avait déjà depuis longtemps, on devait avoir deux générations d'accords successifs. Et on en était déjà à 3 possibles. 3 jours par semaine possibles. Et quand le Covid est arrivé, le confinement est arrivé, on a demandé à tous les salariés de passer en télétravail. On a organisé le télétravail et on y est arrivé parce qu'en 3 jours, seulement 3 jours, 95% des salariés en France, à Capgemini, étaient en télétravail.
c'est extraordinaire. Alors bon, les salariés étaient déjà équipés, etc. Il y a des raisons aussi. Et puis il y a d'autres entreprises qui ont réussi des choses équivalentes. Mais quand même, une entreprise qui marche avec tous ses salariés dispersés, voilà. Donc on s'est dit, ça va poser plein de problèmes. Mais on s'est rendu compte que non seulement le télétravail marche, c'est-à-dire qu'on arrive à faire les projets, on arrive avec les outils modernes, qui sont d'ailleurs pas chers maintenant, on arrive à communiquer, on arrive à se causer, on arrive à faire avancer des sujets, mais non seulement ça marche, mais c'est plus productif. Et là, les managers intermédiaires ont compris ils ont découvert que les projets marchaient très bien sans eux. Ça nous fait sourire. Je le dis de manière... mais en fait, il y a des gens pour qui c'est dramatique. Et d'ailleurs, on le revoit dans l'essuie-glace où il y a une forme de retour au présentiel avec des directions qui veulent que les salariés soient là. C'est pas pour les bonnes raisons, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer. Et bon, j'y reviendrai aussi. Autre sujet, les directions d'entreprise, ce constatant, se sont dit super, on va pouvoir réduire les surfaces de bureaux. Toutes se sont évoqué ça. Et là, on touche un paradoxe qui est assez drôle. Si vous remontez 3 ans en arrière, le must pour l'organisation des locaux d'entreprise, c'est de faire en sorte que les salariés restent le plus longtemps possible dans l'entreprise. À la mode Google. Et donc, on amenait la sphère privée dans l'entreprise. Vous aviez une conciergerie pour changer vos vêtements, pour faire laver votre voiture. Vous aviez évidemment tous les repas, y compris le soir, et si possible gratuit. Vous aviez, qu'est-ce que j'oublie, les salles de sport. Mon fils qui travaille chez Ubisoft, qui a travaillé chez Ubisoft à cette époque-là, ils avaient la livraison de pain le soir pour qu'ils n'aient pas à partir plus tôt pour aller à la boulangerie. Donc on amenait la sphère privée dans l'entreprise, avec des conséquences sur la vie privée, bien sûr. Et là, c'est tout à fait le contraire. On se retrouve avec les entreprises qui s'invitent chez vous et qui vous demandent d'installer un bureau qui soit fonctionnel et que vous utilisiez votre propre appartement, votre propre maison comme une extension de l'entreprise. Vous voyez le saut complet. Et donc, maintenant, l'entreprise s'installe chez nous, et alors ? Je dis ça parce que je n'ai pas de réponse à plein de questions que je vais poser. On est dans une phase de changement très importante, dont on perçoit des difficultés, des inconvénients, des choses positives aussi, mais sur les difficultés, on n'a pas forcément toutes les réponses. Et on va avoir besoin, et je pense que nous, les syndicats, on est très partie prenante de ça, on va avoir besoin d'inventer de nouvelles manières de travailler dans un nouveau cadre. Parce que le télétravail, c'est bien installé maintenant. Alors, de leur côté, les salariés, la plupart des salariés, pas tous les salariés, parce qu'il y a un petit pourcentage de salariés pour qui le télétravail ne marche pas du tout. Ils sont même totalement réfractaires à ça. Par exemple, des gens qui sont isolés déjà, qui n'ont pas de famille, des célibataires, qui sont isolés. On voit apparaître des risques psychosociaux, des sentiments. Et on a des gens pour qui ça se passe très mal. Et c'est un des problèmes parce qu'on ne le sait pas. Si on s'en préoccupe pas, on ne le sait pas. Ou alors, on le sait trop tard. Mais la plupart des salariés sont ravis parce qu'ils n'ont plus les temps de trajet. Et ça, c'est énorme, surtout en Ile-de-France. C'est énorme. On n'a plus les temps de trajet, donc on n'a plus la fatigue correspondante. Et c'est au point que maintenant, ceux parmi vous, s'il y en a qui font du recrutement, ils savent que les gens demandent, mais dans votre entreprise, vous faites du télétravail ? À quelle hauteur ? À Capgemini, on a, suite au Covid, conclu un accord, 2 successifs, où on ne compte pas le nombre de jours de télétravail maximum qu'on peut faire. On dit que par défaut, tout le monde est en télétravail. Donc on signe un avenant pour ça.
et on fait le nombre de jours de télétravail qu'on veut, chacun. Et on l'enregistre sur sa fiche de temps, comme on enregistre son temps de travail, c'est pareil. On dit, voilà, bah, ce mois-ci, j'ai fait tant de jours de télétravail, et puis on a une petite prime de compensation correspondante. Et donc on n'est pas dans le mode où on déclare, enfin on doit obtenir l'accord de l'employeur pour faire 1, 2 ou 3 jours de télétravail dans la semaine. Non, on est par défaut en télétravail. Et c'est nous qui choisissons. C'est à la main du salarié. Et en plus, on a créé la notion de télétravail à l'international. Donc vous avez droit à, je crois, 90 jours qui peuvent être pris en plusieurs morceaux. Vous faites du télétravail, pas dans tous les pays. Il y a une sélection parce qu'il y a des questions de sécurité, des questions aussi de technique. Enfin, il y a quand même beaucoup de pays. Vous pouvez aller, par exemple, vous allez en vacances, vous allez voir la famille, et vous restez un mois de plus. Alors, il faut travailler, mais vous restez dans votre milieu ou sur votre lieu de vacances. C'est quand même sympa. Ça change complètement l'organisation du travail. Ça veut dire au passage qu'on ne sait pas où sont les salariés. Ils peuvent être n'importe où. Enfin, l'employeur le sait. Mais les gens sont dispersés. On revient à cette notion, c'est quoi une communauté de travail dans ce cas-là? Et qu'est-ce qu'on fait pour la recréer si elle s'évanouit? Donc, tout de même paradoxalement, encore, le télétravail, c'est un motif de satisfaction pour les salariés. Ça nous éloigne de nos collègues, mais ça nous rapproche de nos familles. Parce que j'ai mon directeur des affaires sociales, par exemple, qui m'expliquait, c'est formidable, je peux aller chercher mes enfants à l'école. Des choses toutes simples et toutes belles, comme ça, qu'il ne pouvait pas faire avant, à cause des temps de trajet, etc. Donc il va chercher ses enfants à l'école, il s'en occupe, et après il reprend le travail. On peut avoir des organisations de sa journée de travail qui sont différentes. Alors c'est pas encore légal, hein, parce qu'on est censé aujourd'hui respecter les horaires collectifs du site de rattachement, ce qui est complètement stupide dans un cadre de télétravail, on l'a tous constaté. Donc, c'est aussi un autre volet, c'est qu'il faut adapter la réglementation, et en particulier le Code du travail, pour s'adapter à ça. Mais les salariés constatent qu'ils perdent moins de temps au travail, surtout vis-à-vis du temps de déplacement, qu'ils gagnent du temps pour la vie sociale et la vie de famille. Et entre nous, il était temps. Hein. Il y a beaucoup de personnes, surtout ici à La Défense, qui avaient des horaires de travail excessifs. Travail comprenant le déplacement. Et qu'est-ce qui nous restait à la maison comme temps, vraiment, qu'on passe avec son conjoint, avec ses enfants, avec les voisins ça devient peau de chagrin, il ne reste plus que les week-ends quand tout va bien, quoi. Donc il était temps, le télétravail est formidable pour ça. Il faut le souligner parce qu'on voit souvent, nous, surtout les Français, on est très forts pour ça, on voit les problèmes, on voit les choses qui ne vont pas et on se plaint. On est très fort pour se plaindre. S'il y avait un concours, on le gagnerait à tous les coups. Mais on ne voit pas assez ce qui est bien. Il faut le souligner, ce qui est bien, et il faut le souligner parce qu'il faut le protéger. Alors le télétravail comporte des risques individuels. J'ai parlé de l'isolement tout à l'heure, et des risques psychosociaux. C'est pas du tout anodin, hein, on le sait, on a des collègues qu'on a rencontrés. Il y a des cas de burn-out plus fréquents maintenant, puisque les gens ne sont pas entourés. On ne s'en rend pas compte. Quand c'est votre collègue qui est à côté, qui est à 3 mètres, vous savez ce qu'il fait, ce qui lui arrive. Vous voyez bien aussi à son attitude comment il va. Mais quand c'est à distance, comment vous le savez? C'est pas avec une visio tous les 3 jours que vous vous en rendez compte. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. C'est vrai pour nous, les représentants du personnel, les syndicalistes, mais c'est un vrai problème pour vous. Si vous êtes ici, c'est pas par hasard. Comment on fait pour s'occuper de nos collègues? Nous, ça va, on a toute la technologie qui nous permet de travailler depuis chez nous. Seulement, voilà, on manipule des informations, on a accès à des processus où on manipule de l'argent,
on peut faire des virements, on peut faire un tas de choses. Très bien, techniquement ça marche. Mais qu'est-ce qu'il en est du point de vue sécurité? Quand vous travaillez au siège de la banque, vous êtes protégé, il y a des services de sécurité, etc. Mais chez vous, vous n'êtes pas à l'abri de gangsters qui viennent vous prendre en otage et vous faire des... C'est des choses qu'on n'imagine pas quand on a commencé le télétravail. Mais il y a tout un tas de questions qui touchent à la sécurité et à la santé au travail qui ne sont pas du tout traitées. Et soit dit en passant, notre gouvernement, avec une grande prescience, pas l'actuel mais précédent, a supprimé l'instance de comité hygiène et sécurité du travail, ce qui fait que dans les entreprises, on n'a plus l'outil qui permettait d'aborder ces sujets-là. On est tout nu. Et on ne sait pas quoi faire. Donc on est en train d'inventer, d'essayer d'identifier comment on va résoudre ces problèmes-là, mais c'est quand même très, 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 très complexe, l'histoire de notre banquier, mais la question de la santé des gens qui s'isolent et qui ne sait pas si ça ne va pas aller vers quelque chose de plus grave, aujourd'hui, on n'a rien pour traiter ça. On a des risques aussi pour l'entreprise, c'est-à-dire, quand on est dispersé comme ça, comment est-ce qu'on cultive le sentiment d'appartenance? Comment est-ce qu'on peut faire adhérer les salariés à distance à un projet d'entreprise quand on ne se voit pas, ou très peu, ou par morceaux, par roulement? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sans salariés réels, sans salariés qui sont sur place? Là, on touche à quelque chose de plus profond et plus compliqué. Ce sera quoi ce genre d'entreprise où finalement les gens ne se voient plus, ne partagent pas des émotions, des envies, des ambitions, ou le partage à distance, avec quand même beaucoup d'affaiblissement? Qu'est-ce que ça fait comme entreprise? Le management, on l'a évoqué tout à l'heure, avec les managements un peu perdus, parce que les choses se faisaient sans eux. Ils doivent apprendre s'ils ne le faisaient pas, à piloter leurs salariés par les objectifs plus que par le temps passé. La question n'est plus de vérifier que les gens arrivent à telle heure, partent à telle heure et qu'ils sont devant leur écran. La question, c'est que à distance, on ne peut pas faire ça. On est censé respecter les horaires, mais qui va vérifier? Donc, il faut passer à un mode de pilotage qui est plus élaboré, où on explique aux gens ce qu'on attend d'eux, et puis rendez-vous sur l'objectif. Et il y a des managers qui ne sont pas encore là. Donc, il y a beaucoup de formations à faire pour qu'ils intègrent cette conception-là. Et rendez-vous compte, ils ont même essayé de nous espionner, de vérifier qu'on était bien actifs sur notre clavier avec du logiciel. On touchait le clavier. Il y a des grandes administrations, c'est pas que dans le privé, on trouve ça on dit que dans le privé c'est l'horreur, mais dans le public aussi. Une grande administration a mis un logiciel pour vérifier que la personne avait une action sur son clavier en permanence pendant le temps prévu. Donc on a inventé des machines pour libérer l'homme et la femme du travail. Et puis maintenant, on invente des machines pour contrôler l'homme au travail. C'est du n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il faut changer les mentalités, il faut changer le mode de management, réorienter les choses. Ça ne marchera pas, ce truc. Heureusement, ça existe, mais c'est minoritaire. Heureusement. Bon, c'est un souci, un risque aussi pour nous, les représentants du personnel. Je parlais de l'entrée de l'usine. Et puis, globalement, la compréhension de l'entreprise. On a un rôle essentiel pour d'abord écouter, comprendre l'entreprise, apporter des propositions, des solutions. Nous, notre ADN, c'est de trouver des solutions. Si on n'est pas nous-mêmes dans l'entreprise et au cœur de ce qui se passe, au courant des choses, comment peut-on concourir par le dialogue social à l'amélioration de l'entreprise? Donc, j'ai évoqué les élections, mais il y a plein de sujets comme ça où le Code du travail nous prévoit un espace pour agir, et cet espace disparaît avec le télétravail. Donc là aussi, il va falloir réinventer. La partie patronale est aussi concernée par ça, puisqu'ils ont besoin de nous.
On a besoin de se parler, on a besoin d'avancer ensemble. Ça peut être aussi un risque sur l'emploi, parce que finalement, ça rejoint les questions d'offshore, délocalisation, etc. Si le travail peut être fait à distance, pourquoi est-ce qu'il serait fait en France? C'est pas nouveau comme sujet, mais maintenant qu'on a les outils technologiques éprouvés, qu'on sait que c'est possible de travailler à distance, pourquoi est-ce que ce ne serait pas fait ailleurs? Quelque part même où on ne sait pas. Alors, pour nous, syndicalistes, c'est un sujet important, ça. Et ce n'est pas un sujet qu'on a peur d'aborder, par ici. Comment fait-on pour que l'entreprise conserve ce lien avec les salariés, puis nous, avec nous, quoi. Parce que si vous ne le faites pas, là aussi, c'est quoi l'entreprise? C'est quoi une entreprise qui fait appel à des tiers qui sont parfois non identifiés, ou qui utilisent des sous-traitants, mais qui sont n'importe où? C'est le cloud de salariés. Il n'y a plus de salariés d'ailleurs, c'est de la prestation. Au bout du bout, il y aura peut-être une IA. Mais c'est quoi cette entreprise-là? Quel sens elle a? On va retrouver aussi la notion de sens du travail. Ce qui est en train de se passer bouscule plein de choses. Et on a devant nous probablement 4-5 ans d'expérimentation et de travail en commun pour trouver une voie de sortie juste. Et qui soit juste et aussi qui pérennise l'emploi, qui fasse qu'on puisse toujours en parler demain. Et voilà. On va arriver au crocodile. Alors, pourquoi il ne faut pas faire rire le crocodile? J'évoquais en tout début, 2015, l'irruption du numérique et les propos catastrophistes d'économistes relayés par tout un tas d'autres gens. C'est tout un business, hein, la politique du pire, le sinistre. Les professionnels du sinistre sont légion. Et nous, notre rôle, c'est surtout pas de se laisser embarquer par ça. Il ne faut pas ignorer les risques, il faut leur chercher à couvrir les risques, à trouver des solutions. Et il ne faut pas rester là à se plaindre, ouin, ça va être terrible. Et l'histoire du crocodile, c'est lié au progrès, c'est lié au changement. C'est un proverbe africain qui me vient de Noureddin, qui est là ici, donc je renvoie à Noureddin ce qui lui appartient. Lorsqu'il voit un homme nager à contre-courant, le crocodile rigole. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas nager à contre-courant. On doit pas non plus juste accompagner, il faut comprendre et agir. C'est notre rôle, nous, de représentants du personnel, de syndicalistes. Je pense que c'est aussi votre rôle, chacun à votre place et dans l'entreprise et en fonction du rôle que vous avez, y compris les retraités. Chacun a son rôle dans l'histoire. Comment est-ce qu'on fait pour que le sens du travail, le sens de l'entreprise évolue comme il faut et avec le bien commun et toutes ces choses-là. Donc, il ne faut pas faire rire le crocodile. Premièrement, on s'occupe de protéger et de maintenir ce qui est bien dans le changement. Donc là, j'ai évoqué plus de temps pour soi et sa famille, moins de fatigue dans les transports, une meilleure conciliation vie personnelle, vie au travail, peut-être aussi une meilleure capacité de concentration sur son travail. Après, on peut identifier comme ça tout un tas d'améliorations qu'il faut absolument protéger. Et puis, il faut qu'on réinvente le lien social dans ce nouveau contexte. Je l'ai déjà évoqué parce que je me suis un peu étendu sur la santé et la sécurité du travail. Là, il faut complètement réinventer la chose. Il va falloir inventer et innover. Je n'ai pas les réponses pour ça, je vais donner quelques pistes à la fin. Mais c'est collectivement, nous tous, qui allons trouver le moyen d'améliorer les choses et de recréer du lien social. On ne l'a pas perdu, mais il s'est un peu évanoui dans les outils technologiques.
les outils du distanciel. Donc comment on fait pour renforcer ce lien, lui redonner plus de force, et qu'au passage, ça donne plus de force aussi à notre entreprise, à notre communauté de travail. Parmi les pistes, en période de carême, on pourrait regarder ça, c'est qui est notre prochain ? Qui est notre prochain ? Au fond, celui et pourtant c'est un prochain à distance, c'est un oxymore, mais il faut bien qu'on cherche notre prochain à distance puisqu'il n'est pas là. Donc posons-nous la question, dans notre entreprise, qui est notre prochain ? Les Canadiens ont développé tout un processus pour se préoccuper de leurs voisins dans le monde du travail. Et ils forment des gens, et ces gens se préoccupent des personnes qui sont autour d'eux à 10-15 mètres carrés. 10-15 mètres de rayon. C'est tout. Ils ne vont pas plus loin. Mais ils s'en préoccupent bien. De savoir, d'identifier si les gens ont une perte de forme, l'idée étant de détecter quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas eux qui vont traiter s'il y a un problème lourd ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le rôle. Le rôle, c'est de détecter et de mettre en œuvre les actions qui vont bien. Les Canadiens ont développé ça. Ça marche très très bien. Et bien pourquoi on ne le fait pas, nous ? Pourquoi on ne se préoccupe pas très concrètement des personnes avec qui on est en lien et qu'on se préoccupe, s'ils vont bien, de leur état de santé. Et après tout, dans une période de carême, ça pourrait être l'idée. Allons chercher notre prochain à distance. Les gens avec qui on ne parle plus souvent, plus assez. Et savoir s'ils vont bien, perdre un peu du temps avec eux. Perdre du temps. Faire du lien gratuit. Même dans l'entreprise, on peut faire du lien gratuit. Eh bien, essayons. Ça rejoint un peu le bon samaritain, hein, l'histoire du gars qui est sur le bord de la route, que personne ne voit, ou qu'on ne veut pas voir. Il y a ça aussi. Et dont on s'occupe. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se dresser une liste de personnes qu'on veut joindre, puis tous les jours appeler au moins une personne, au téléphone, ou par visio, mais pas par mail, pour avoir un vrai contact, quoi, le mieux possible. J'arrive au bout. Alors, ces nouvelles organisations sur le télétravail, la semaine de 4 jours qui n'est... Enfin, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas encore un sujet qui le justifie, c'est très peu répandu. Le travail à l'étranger, ça c'est ce que j'évoquais via le télétravail. Le développement de prestataires, d'intermittents de l'entreprise. Ces nouvelles organisations, elles changent notre rapport au travail, avec des risques et des bénéfices. Ça change notre vie professionnelle versus notre vie personnelle, plutôt en mieux. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur la communauté de travail, sur ce que devient l'entreprise et son projet dans ce cadre-là, s'il est généralisé surtout. On a des problèmes législatifs, c'est-à-dire on a un code du travail qui n'est pas adapté au télétravail. Et donc ça, va vraiment falloir s'y coller. Et il nous revient à nous, c'est-à-dire nous, à la fois je me mets dedans, mais je vous mets dedans aussi, il nous revient à nous d'inventer et d'agir. Si possible en étant syndiqué à la CFTC. Vous voyez, avec détermination, avec curiosité, en privilégiant le bien commun, avec des actions concrètes.
Et je crois fermement, vraiment, que c'est pas parce que les choses changent qu'il faut s'effrayer. C'est des opportunités et il faut vraiment être avec ces changements pour bien les comprendre, pour bien les orienter, trouver les solutions nécessaires le plus tôt possible avec les gens. Voilà. Eh bien, j'en ai fini. Je suis sûr que vous êtes pas contents parce qu'il y a un tas de choses que j'ai pas traitées ou mal traitées. Et c'est le moment. On peut échanger entre nous. Et je crois qu'il y a un micro pour... Ça marche ? D'accord. Jean-Baptiste, je suis un ancien marin et donc j'ai développé beaucoup de capacités au travail en présentiel, par la force des choses. Et le travail en distanciel me gêne beaucoup parce que j'ai l'impression que je suis davantage en train de faire une prestation plutôt que rendre un service. Est-ce que c'est quelque chose que vous rendez compte? Est-ce qu'il n'y a pas une perte et en même temps une perte de transmission de savoir, puisque il est plus facile de faire un petit dessin en 5 minutes et puis de s'expliquer quelque chose sur une table que de passer des longs discours à distance sur Teams ou par mail, encore pire. Est-ce qu'il n'y a pas une perte? Oui, on voit bien dans les entreprises un des sujets, vraiment un sujet très compliqué. Comment on fait pour accueillir de nouveaux salariés, et surtout les jeunes? Comment fait-on dans un contexte comme ça? Ça illustre bien le sujet, la complexité du sujet. Comment fait-on pour accueillir les jeunes, les intégrer dans une équipe qui est elle-même dispersée? C'est pas possible. C'est pas possible. Même encore aujourd'hui, on a besoin d'être intégré avec des vrais gens qui vous parlent, qui vous transmettent de l'information, qui vous font des petits dessins, qui vous transmettent leur savoir pour les plus jeunes. Ça, c'est tout à fait juste. On ne peut pas faire que du distanciel, ou alors on s'appauvrit. Collectivement, on s'appauvrit. Mais il y a aujourd'hui des entreprises, déjà, qui ne fonctionnent que en distanciel. Parce qu'on peut imaginer des entreprises qui sont en distanciel à 100%, mais qui organisent de temps en temps des séminaires qui rassemblent tout le monde pour faire un raout voilà, où les gens se connaissent, etc. Mais il y a des entreprises qui ne font même pas ça. C'est des entreprises qui prennent un risque sur leur pérennité. Et puis, vous avez raison, comment fait-on avec les jeunes? On a cette responsabilité, nous aussi. Comment va-t-on faire, nous, pour faire venir les... Alors, les jeunes, ils se débrouillent sans nous. Hein, ils vivent leur vie. Ils interprètent aussi le code du travail à leur manière. Bon, moi, je leur fais confiance pour se trouver leur place dans cet univers. N'empêche qu'on doit s'en préoccuper. Je sais pas. Oui. Il y a un micro. Oui, bonjour. Faut parler près du... Parler près du micro, mais ça marche pas trop. Bon. Oui, tout à l'heure, vous parliez des entreprises, et en fait, il y a un autre mot pour entreprise, c'est les sociétés. Et finalement, dans l'affaire, là, avec chacun se retrouvant chez soi, dans son territoire, derrière les murs de sa maison, son appartement, le fait de faire société, on est ramené un peu à un truc très archaïque, là, de territoire, comment dire ça, individuel et très fondamental, quoi. Hein, ça m'a frappé, ça. Et donc, quand on parle de société, il y a maintenant quand même, malgré tout, des nouveaux moyens, vous en avez parlé, et société, réseaux sociaux, tout ce qui est échange. Comment vous, pour un syndicat, vous voyez la manière de fonctionner sur ces nouveaux moyens de faire société? Comment on fait société avec les réseaux sociaux, avec Teams, avec je ne sais pas quoi encore, des webinaires, des machins, enfin, quel côté pratique pour les syndicats? Pour les syndicats, mais on peut l'étendre à d'autres organisations. On les utilise aussi, les réseaux sociaux. Je veux dire, notre activité principale ne consiste pas à faire cuire des merguez ou arracher les chemises des DRH. On a d'autres activités.
Et on peut même être moderne. Donc, par exemple, à la CFTC, dans mon syndicat, on a mis en place un réseau social qui est l'équivalent de Slack ou Teams, qui s'appelle Talk Spirit, qui est un espace où chaque adhérent il y a son compte, et avec des groupes de discussion, avec des espaces de stockage de données, d'informations qui sont plus ou moins partagés suivant le statut des gens, avec des espaces qui protègent, des sous-espaces qui sont protégés, etc. Tout ce qu'on peut retrouver. Voilà. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors ça fait aussi de la visio, enfin, ça fait tout un tas de trucs. Donc on utilise les produits modernes pour communiquer, pour travailler, pour faire avancer les sujets, pour échanger des avis, pour voter, tout ça. On le fait comme ça. Ça suffit pas. C'est formidable parce qu'on a accès finalement plus facilement à plus d'informations. Mais ce qui manque, c'est le contact réel avec les gens. Moi, je me rends compte que même avec mon activité, alors que je suis tout le temps à discuter avec un tas de gens, je le fais moins qu'avant. Et puis moins profondément. C'est compliqué. Il faut qu'on voit les gens. Donc du coup, on organise des séminaires. On organise des rencontres de sections syndicales, physiques. On utilise le distanciel, les réunions distancielles, c'est très bien, si c'est bien cadré, parce que là aussi, on gagne du temps. Plutôt que de faire venir des gens qui viennent de la France entière pour 2 heures de réunion, ce qui était le cas dans mon CSE il y a 2 semaines, ils ne sont pas contents, je vois bien. Plutôt que de faire venir des gens des 4 coins de la France pour prendre une décision, ça peut se faire en distanciel et tout le monde y gagne. Tout le monde. Mais on a besoin de cette relation personnelle, que ce soit pour accueillir les nouveaux, pour faire équipe aussi. C'est vrai pour le syndicat comme pour l'entreprise. On a besoin de ça, on a besoin de se connaître. Et puis comment on fait pour identifier nos successeurs, les gens à qui on va donner des responsabilités, et qui vont monter, etc. Il faut se connaître, il faut faire des bêtises ensemble, il faut boire des coups, il faut faire un peu de sport, je ne sais pas, il faut vivre. Donc on a absolument besoin dans notre organisation, et c'est ce que nous prévoyons, on travaille beaucoup en distanciel et on prévoit exprès des espaces pour se rencontrer, physiquement. Y compris pour se disputer. Hein. S'il n'y avait pas de dispute, il n'y aurait pas de plaisir. Oui, pardon. Oui, bonjour, Jean-Christophe Carrère. Je dirige une petite société de services, donc rien à voir avec Capgemini. J'avais envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous croyez que le télétravail affaiblit le lien de subordination entre le salarié et son employeur, et partant le statut de salarié? Et en écho, j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, 45% des nouveaux emplois étaient non salariés, aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment une belle question. Les autres étaient belles aussi. Mais celle-là me plaît beaucoup. Celle-là me plaît beaucoup. Il y a un de vos collègues représentant patronal des PME qui m'avait demandé si, à mon avis, on aurait encore besoin du CDI à l'avenir. On était dans la logique d'ubérisation de la société, etc. Et ma réponse à l'époque, ça a été de dire oui, parce que les employeurs ont besoin de fidéliser les salariés. Ils ont besoin d'établir une relation dans le temps avec les salariés. Donc, est-ce que le télétravail peut mettre en difficulté ce lien de subordination? Oui, certainement. Loin des yeux, loin du cœur. Et puis, ça rejoint l'intervention de l'un d'entre vous sur la prestation. Finalement, on devient un prestataire dans un coin, remplaçable à la limite. Donc, oui, il y a un risque. Mais pour moi, c'est moins sur le lien de subordination que sur le sentiment d'appartenance au projet de l'entreprise, l'adhésion au projet de l'entreprise.
C'est très difficile quand on a quelqu'un à distance. C'est pour ça que les petites entreprises, plus que les grosses, ont besoin de moins de présentiel, on va dire ça comme ça. En tout cas, de se voir plus souvent. Moi, j'entends beaucoup de patrons de PME me dire qu'ils ne veulent pas du présentiel. Bon, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Du télétravail, excusez-moi. Donc, ce que vous évoquez là, oui, je l'entends souvent. Moi-même, qui suis patron, parce que j'ai des salariés. Certains étaient dans la salle, ils sont partis. Moi aussi, j'ai des salariés, donc j'ai cette problématique-là. Je peux pas, j'ai quelques salariés. Je ne peux pas faire fonctionner ma boutique, mon syndicat, en fait, si tous les salariés sont tout le temps en télétravail. Même si techniquement, je pourrais organiser le fait qu'on réponde au téléphone à distance. Et on est tout le temps en train de se passer des tuyaux, tiens, ça je ne sais pas, est-ce que tu sais, etc., etc. La proximité est essentielle. Mais ce qui est encore plus essentiel, c'est de bien se connaître et d'avoir envie de travailler ensemble. Donc oui, la présence est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit une présence à 100%. On peut organiser les choses de manière à ce que, de temps en temps, vos salariés puissent être en distanciel pour se reposer des temps de trajet ou pour pouvoir se concentrer sur un sujet. Et il faut en parler avec eux. C'est un truc qui se fait ensemble, ça. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu complètement à vos attentes. Il n'y a peut-être pas de réponse aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas une réponse universelle. Si, je connais la réponse. Vous organisez des élections professionnelles, vous avez des représentants du personnel, et vous aurez du dialogue social, et vous discuterez de ça avec eux. Et c'est les échanges qui permettent de faire aboutir des solutions qui sont propres à votre entreprise, à vos besoins, à vos contraintes. C'est à ça que se servent des représentants du personnel, essentiellement à ça. Même dans les petites entreprises où le patron peut croire que la relation est facile, il peut parler à tout le monde, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, et que, voilà. Mais même dans ce cadre-là, c'est pas mal d'avoir une intermédiation. Puis je prêche pour ma paroisse, hein. Vous ne vous trompez pas de syndicat. Oui. Ah, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Ça marche. Bonjour, Didier Potard, je suis un ancien Capgemini pour la petite histoire, aujourd'hui à la retraite. J'avais une question très matérielle, c'était sur les conditions de travail à la maison. Est-ce que toutes les personnes qui sont en télétravail peuvent avoir un bureau bien aménagé avec des mètres carrés, sachant qu'en Ile-de-France, les appartements sont petits, les jeunes ont du mal à trouver des logements une certaine surface. Enfin bon, c'est pas évident de s'organiser matériellement, quoi. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des risques de ce côté-là? Oui, oui, il y en a. D'ailleurs, dans la première réunion qu'on avait eue avec la ministre du Travail, a été évoqué le type qui travaillait dans sa baignoire. Vous avez des gens qui ont des logements tout petits, mais vous avez aussi des gens qui vivent avec leur famille présente. C'est pas facile de travailler dans ces cas-là. Vous avez besoin de vous isoler. Et puis on n'a pas 12 chambres non plus. Ceux qui ont 12 chambres n'ont pas de problème par ailleurs. Enfin, ils ont d'autres problèmes. Mais oui, il faut bien prévoir un espace de travail correct. Ça veut dire un bon écran, ça veut dire surtout un bon siège, parce que si on s'assoit sur le siège de cuisine toute la journée, assez vite on a ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques. Il y a des conséquences d'être mal équipé. L'employeur a l'obligation de s'assurer que les salariés sont dans des conditions de travail qui sont bonnes, y compris quand ils sont en télétravail. Donc ça veut dire que, d'ailleurs, il y a beaucoup d'employeurs qui ont passé des accords de télétravail
où ils financent un siège correct, un écran correct, un petit plus pour l'environnement, le réseau, choses comme ça. Après, si on fait un inventaire, il y a le coût du chauffage, de l'électricité, du papier toilette, on peut faire un inventaire à l'après-vert. Bon, à partir d'un certain moment, le salarié, il s'en fiche parce qu'il gagne tellement en faisant pas les trajets que, bon, faut pas non plus... Mais oui, il faut absolument prévoir et s'inquiéter des collègues pour qui ça pose problème, ou ça pourrait poser problème. Il faut s'assurer qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. C'est pas évident. Là, ça fait partie aussi des sujets qui sont à explorer. Comment fait-on pour ça? On ne peut pas rentrer chez les gens. Comment fait-on pour s'assurer que les gens ont des conditions de travail qui ne vont pas les mettre en danger physique? Alors, il y a des règles à respecter. Les entreprises, souvent, donnent des contraintes pour être en télétravail. Il faut avoir le réseau chez soi, il faut avoir suffisamment d'espace, etc. Bon, qui va vérifier? En tout cas, nous, en tant que représentants du personnel, ou en tant que négociateurs au niveau de l'entreprise, ou au niveau de la branche professionnelle, et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à la ministre à l'époque, il faut qu'on mette en œuvre des accords qui prévoient ça pour les salariés. C'est à ça qu'on sert. Hein. Une dernière question? Il y en avait deux. Il y a une dame là. La dame aussi a le micro. Allez-y. Daniel Cassin, je Il faut parler dans le micro. secrétariat. Je remercie l'auditeur précédent parce que c'était ma question. Est-ce que les entreprises qui veulent que leurs salariés travaillent chez eux, est-ce qu'ils vont favoriser leur désir d'avoir une pièce en plus pour avoir un bon bureau, être tranquille, se concentrer dans leur bureau pour faire leur travail? On va prendre toute la série de questions, puis après... Alors, là aussi... C'est pas tout à fait pareil. Hein. Oui, j'ai travaillé à l'hôpital. Micro. Bonjour, merci beaucoup, hein, c'était très intéressant. Ça m'a donné envie de me syndiquer alors que je suis à la retraite. Excusez-moi, mais voilà. Est-ce que c'est encore possible? Parce que dans mon entreprise, enfin dans mon hôpital, ça va pas du tout. On m'a mis en pré-retraite parce que je faisais trop d'heures de supplémentaires. J'étais fatiguée, je ne correspondais plus à la fiche de poste. Donc on m'a dit, vous avez 20 ans d'ancienneté, donc madame, vous partez à la retraite. En pré-retraite, avec un handicap, entre guillemets. C'est-à-dire dépression, quoi. Donc je voulais savoir si je peux reprendre contact avec mon hôpital et voir avec le syndicat, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas osé parler avec eux. Ils étaient venus avec moi, ils m'ont dit, vous faites trop d'heures supplémentaires, mais on ne peut rien faire pour vous. Voilà. Peut-être que ça, c'est une question... Parce que je pointais. Personnel que vous pouvez Tout à fait, Est-ce qu'il y a bien d'autres sûr. questions? Merci. Bien, sur la première, je serais très heureux si mon entreprise me payait 12 mètres carrés supplémentaires. Mais concrètement, c'est ça. La première négociation sur le télétravail post-Covid qu'on a faite, on a dit à notre employeur, mais c'est super, donc maintenant on va mettre du télétravail, et vous allez me louer la surface de... Pardon? C'est éteint? Vous allez me louer la surface de bureau correspondante. C'est bon? Bon. Alors évidemment, ça c'est un bon coup pour faire très peur à son employeur, hein, parce que lui il a fait ses calculs, mais au fond, aujourd'hui il paye des locaux de bureaux extrêmement chers. Extrêmement cher. C'est pour ça que les directions veulent réduire les surfaces de bureaux. Ça coûte très très cher. Et on serait fondé, nous, à dire, mais écoutez, si vous vous installez chez moi, payez-moi les locaux que vous occupez. Donc, alors c'est un peu caricatural ce que je dis, mais quand même sur le fond, c'est juste. Si l'entreprise veut s'installer chez moi, elle doit me louer
l'occupation des locaux et les services correspondants. Alors les dirigeants ne sont pas encore prêts à ça, ils réfléchissent. Il faut que la réflexion évolue là-dessus. Parce que ils doivent quand même gérer leur boutique et ils ne se sont pas débarrassés des locaux pour autant. Enfin, c'est des choses qui se font dans le temps aussi, il faut voir ça comme ça. Maintenant, sur adhérer au syndicat quand on est retraité, oui, on a des activités propres aux retraités, mais bien sûr qu'il ne faut pas attendre les problèmes pour adhérer. Non, mais là, je ne le dis pas en riant. Adhérer à un syndicat, c'est comme prendre une assurance sur de dégâts des eaux pour sa maison. On n'a peut-être pas le dégât des eaux pour aller chercher une assurance. Les syndicats, ça sert à accompagner et aider les gens tout au long de la vie professionnelle. C'est pas, malheureusement, certains le voient comme ça. Et puis d'ailleurs, ça ne marche pas. Parce que dans mon syndicat, j'ai 1800 adhérents. Bon, il n'y a pas 1800 problèmes, mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Donc on traite d'abord le service, on le rend d'abord à nos adhérents. Et s'il reste du temps, bien volontiers, on va s'occuper des personnes qui ne sont pas adhérentes et qui nous demandent de l'aide. Bien sûr, mais on commence par les adhérents, bien sûr. Donc adhérer, parce que les syndicats ont besoin d'exister, ils existent parce qu'ils ont des adhérents, par les cotisations, par l'implication des uns et des autres dans les discussions et les négociations, les relations, on revient au lien social avec les collègues, etc. On a besoin de ça. Et si vous, qui êtes le sel de la terre, vous vous impliquez pas, comment va-t-on faire? Ça, c'est pas caricatural non plus. Si vos valeurs sont celles que défend la CFTC, pourquoi vous n'êtes pas syndiqué à la CFTC? L'entreprise a besoin de forces vives et les patrons aussi ont besoin de forces vives côté salarié. Parce que sinon, vous laissez la place à qui? Bon, donc adhérer à la CFTC, c'est ça le message. Je crois que j'avais oublié. Voilà, merci Louis Duvaux pour cette... voilà. En fait, vous nous avez aidé à cheminer dans un dossier qui reste bien ouvert, où les solutions sont, dans ce que vous dites, trouvées dans un dialogue entre les entrepreneurs, les salariés, et puis qui, les uns et les autres, apprenons à nous servir de ces nouvelles technologies. Vraiment, merci. Très sympathique. Merci à tous d'avoir pu être présents ici en physique. Et là-bas, en... Merci aussi d'avoir été aussi avec nous là-bas en numérique. Vous pouvez diffuser cette vidéo, mettre des petits pouces, des petits likes en disant c'était super, parce qu'en fait ça l'était. Alors la semaine prochaine, alors vous vous souvenez de la semaine dernière, Jean Caron, qui nous a introduit dans notre thème avec les images. Aujourd'hui, donc Louis Duvaux avec le lien social remis en question par les nouvelles technologies. La semaine prochaine, donc Stéphanie Chauveau, et la bonne proximité ou la bonne distance. Alors je lis exactement le sujet, c'est la bonne distance dans la relation d'aide, Stéphanie Chauveau, qui travaille en service de soins palliatifs. Comment être présent auprès de celui que nous aidons. Voilà, nouveau thème, nouvelle étape donc sur ce chemin de carême qui va tous nous emmener jusqu'à Pâques. Un grand merci d'être venu. Vous pouvez nous soutenir en likant nos vidéos, en les faisant diffuser bien sûr, mais aussi de manière sonnante et trébuchante ou en numérique, sans contact. Vous pouvez recommencer en plus plusieurs fois, ça marche très bien. Voilà. Et sachez que la maison vit, comme les syndicats, du soutien des personnes, et pas simplement des personnes retraitées qui sont nos forces vives, mais aussi ceux qui sont en activité professionnelle ou autre. En fonction de vos talents et de vos disponibilités, nous vous attendons pour nous aider à faire que ce lieu demeure un lieu de vie et l'âme de la défense. A très bientôt, donc au plus tard, la semaine prochaine.